Bien, bonjour. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de la diversité, de façon un peu diverse et variée. Je profite d'être le dernier pour un tout petit peu critiquer mes camarades. Ils ne pourront pas revenir, il n'y a pas droit de réponse. Alors, la diversité, c'est bien, on parle de diversité. La diversité, en général, c'est bien vu, il faut être diverse. Et donc, par exemple, les diverses, c'est toujours quelqu'un, bon, il y a un noir, c'est la diversité, un handicapé, c'est la diversité. Donc, la diversité, effectivement, c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait normal et c'est une façon politiquement correcte, souvent, de nommer une classification pas très belle. Je vais essayer de parler de ça. Je vais essayer de parler de la diversité tout en parlant de la seule chose qui donne sens à la diversité, c'est qu'il y a des non-diverses, c'est qu'il y a des communs, c'est qu'il y a des universels. Parce qu'à vrai dire, c'est ça qui pose un tout petit peu problème dans notre société, c'est le commun. Hein, le commun. J'essaierai de vous dire, en respectant les temps, pourquoi les communs s'est fait la malle, pourquoi les communs s'est barré dans nos sociétés. Alors, en principe, on dit la société, c'est tout le monde. Mais ça, ce n'est pas vrai. La société, ce n'est pas tout le monde. La société, c'est un sous-ensemble et on dit à d'autres, aux diverses, de s'intégrer. On les aide à s'intégrer. Donc la société n'est pas tout à fait tout le monde. La société est un sous-ensemble qui se regarde comme la société et les autres, effectivement, les manouches, les métèques, les handicapés, les pas comme il faut, les délinquants, c'est-à-dire tous ceux qui forment pourtant la société, eux, on leur dit, toi, tu n'es pas tout à fait de la société. Moi, depuis toute ma vie, va-t-on savoir pourquoi, je me suis occupé justement et je me suis senti appartenir à la famille de ceux que, pour reprendre un mot qui est utilisé aujourd'hui, n'ont pas l'agnac. Dans notre société, il y a de nouveaux types d'apartheid. Vous êtes noir, si vous êtes productif, on oublie. Vous êtes handicapé, si vous servez pour que les gens arrivent à l'heure, on oublie. Vous êtes aveugle, si vous servez pour que les autres voient. Bon, bref, on sait utiliser les gens. Mais qu'est-ce qui se passe avec ceux qui ne sont pas utiles? Qu'est-ce qui se passe avec ceux qui n'ont pas l'agnac? Qu'est-ce qui se passe avec ceux qui n'arrivent pas à la méritocratie? Parce que vous savez, il y a un problème avec les mérites. C'est que si nous méritons la vie assez tranquille que nous avons, si nous croyons que nous méritons ça, les mômes qui aujourd'hui est en train de mourir de faim en Afrique, ils méritent ça aussi, vous voyez. Donc la méritocratie est un mode d'apartheid un peu bizarre. Alors, voyons comment est-ce qu'on peut penser cette histoire de socle commun. Comment est-ce que la société pourrait être quelque chose qu'on partagerait tout? D'où ça vient cette idée-là? Cette idée-là, elle commence avec quelque chose de très bizarre qui n'existait pas avant et qui n'existait pas à côté de l'Occident, qui est l'émergence du concept d'universel. L'universel, l'humanisme. Ça n'existait pas avant. Ça a une histoire avec les mathématiques, avec la logique, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vais vous raconter une histoire de comment émergent les concepts de humanité une par rapport à mon pays, l'Amérique latine. Il s'avère que quand les Espagnols sont venus nous découvrir, vous savez, les Indiens étaient cachés, et ils ont arrivé les Espagnols, ils nous ont découverts. Et après, ils disent, pour ne pas dire découverte, ils disent rencontre entre deux cultures. Bon, sauf qu'une culture allait en poids lourd, l'autre en mobilette, vous voyez. Et donc, quand ils sont venus nous découvrir, nous éduquer, bon, ça a commencé un génocide qui dure encore aujourd'hui, des Indiens. Il y a eu un père, Fray Bartolomé de las Casas, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Chronique de la destruction des Andes. N'est-ce pas? Carrément, Chronique de la destruction. Et il avait une idée très bizarre, ces mecs-là. Il disait, les Indiens sont des humains. On ne peut pas faire comme ça. Et les Vatican, toujours comme ça, un temps en avance par rapport à l'époque, disait, ce sont des animaux. Et à l'époque, je vous rappelle quand même que les femmes non plus n'avaient pas d'âme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, bon, voilà. Alors donc, les Indiens n'étaient pas des hommes parce qu'il n'y avait pas d'âme. Et Fray Bartolomé dit, si, ils ont une âme, je l'ai vu, bon, très bien. Il y a une controverse. Une controverse, c'est une jute oratoire dans laquelle celui qui gagne a la raison de Dieu. Hein? C'est-à-dire, c'est le jugement de Dieu, celui qui gagne, ça y est, c'est adopté. Alors, il y a Sepúlveda, pour le côté progressiste du Vatican, qui dit que les Indiens ne sont pas des humains, et Fray Bartolomé, tout petit, qui arrive, il dit si, ils ont une âme, ils ont une âme. Bon, bref, ils discutent, ils avaient le temps compté aussi.
Et au bout d'un moment, Fray Bartolomé l'emporte, mais l'emporte d'une façon horrible. Pourquoi? Parce qu'il arrive à dire les Indiens ont une âme, sont donc humains, mais à l'humanité non accomplie. Donc la naissance théorique de l'humanisme, du socle commun, commence d'emblée déjà avec ceux qui sont plus humains que les autres. Nous sommes tous humains, mais il y en a qui ont l'humanité pas tout à fait accomplie. Quand vous avez l'humanité pas tout à fait accomplie, c'est un peu compliqué parce qu'on vous l'accomplit, vous voyez. Et si quelqu'un vient et vous dit je viens pour t'accomplir l'humanité, vous avez intérêt à sortir en courant. Or, ces socles-là, ces socles communs de l'humanisme, de l'Occident, etc., eh bien, ce socle-là, aujourd'hui, il est cassé, c'est cassé. Je sais pas, il y a la troisième rangée, il y a celui qui l'a cassé, apparemment, ils m'ont dit. Il y a quelqu'un qui a cassé, c'est cassé. Ce socle-là, il est cassé. C'est-à-dire, c'est la postmodernité, effectivement, les socles communs, l'universel, etc. Bon, on a parlé aujourd'hui, il y a un jeune philosophe qui a très bien parlé du relativisme et de l'universel. Tout à coup, c'est cassé. Tout à coup, on voit apparaître des divergences, des diversités, des différences partout. Et les autres, ceux qui avaient l'humanité non accomplie, commencent à nous renvoyer, ou à vous renvoyer, un miroir pas très agréable. Ce miroir-là existait déjà à l'époque, il s'est passé en Argentine. À l'époque de la création des États-nations, un groupe de jeunes femmes et jeunes hommes progressistes sont partis de Buenos Aires pour alphabétiser les gauchos et les Indiens. Et les gauchos et les Indiens disaient quelque chose de très particulier et très difficile à comprendre pour ceux qui venaient accomplir leur humanité au nom du bien. Hein. Les jeunes gens disaient « on va t'alphabétiser parce que comme ça, les patrons, les puissants ne pourront pas te posséder ». Et qu'est-ce qu'ils répondaient ces gauchos et indiens? Ils disaient « non, 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 si tu m'alphabétises, là, ils vont me posséder ». Alors, ils ne comprenaient pas. On a resté très longtemps sans comprendre jusqu'à votre compatriote Michel Foucault a donné l'explication. Les Indiens et les gauchos étaient foucauldiens avant Foucault. Ça veut dire quoi? Foucault a dit il y a un rapport d'intimité-promiscuité entre les savoirs et les pouvoirs. Et si tu acquiers les savoirs du maître, sans te rendre compte, tu t'avales la structure de pouvoir. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est-à-dire, on vire les colons, mais comme on a été formé dans la métropole, avec les savoirs du colon, eh bien, on reproduit la structure de pouvoir du colon. Eh bien, cette homogénéisation du monde forcé, cet homme occidental qui était à l'humanité accomplie, aujourd'hui, effectivement, fait de l'eau de tous les côtés. On les regarde de côté, on les dit ton humanisme, c'était l'anthropocentrisme, comme on disait tout à l'heure, ton humanisme, c'était du colonialisme, et tout à coup, on ne sait plus du tout comment faire société. On ne sait plus du tout qu'est-ce qui peut faire commun. Alors, donc, il émerge au moins 3 réactions. Une, c'est l'individualisme. Chacun sa vérité. Ah, chacun sa vérité. Bon, le jeune philosophe a déjà parlé de ça. Effectivement, chacun sa vérité. Ça veut dire, par exemple, moi, je pense que je me balance du 2e étage d'un immeuble et, et ça ne me fait rien, c'est ma vérité. Bon, il faut essayer. Oh, merde. Bon, il ne peut plus se rendre compte que ce n'était pas vrai. Et ça, c'est la première réaction. C'est la réaction, quand même, que dans un pays où a vécu, il y a très longtemps, Astérix, est très forte. Hein. Après, vous cherchez quel est le pays. C'est l'individualisme total, le narcissisme. Je suis le fils de ma maman, et comme je suis le hijo de mi maman, moi j'ai raison. Alors l'individualisme, c'est chacun sa vérité, patatim patatam, dans lequel tout le monde cherche à être original. Comme tout le monde est original, effectivement, ça sort une sorte de massification totale dans laquelle ils sont tous originellement pareils. La deuxième réaction, c'est celle dont les jeunes collègues ont parlé tout à l'heure, le relativisme culturel. Chacun sa vérité. Chacun sa vérité des peuples. Hein. Les cultures sont différentes. Alors, par exemple, quand un ancien président de la France est allé dans un pays où on viole les droits de l'homme, a dit « Non, on ne peut pas dire qu'ils violent les droits de l'homme, c'est leur culture. » C'est-à-dire que quand on torture un Français, c'est une violation des droits de l'homme. Quand on torture un Chinois, un Tunisien, il y a un effet culturel qu'il faut respecter. Alors, moi personnellement, quand je faisais la résistance contre les militaires, ils m'ont torturé, etc.,
ça m'a fait moins mal qu'à vous, voyez, par exemple, parce que dans ma culture, quand même, la gégène était... Alors, les relativismes, passons vite, les relativismes, c'est effectivement le néo-racisme, et le plus con de tout dans le relativisme, c'est que dire tout est relatif est une phrase absolue. Donc, effectivement, il y a un problème, vous voyez. Alors, la troisième possibilité est de dire, bon, revenons à l'homme de l'humanisme, revenons à l'homme de l'humanisme, communiquons entre nous, l'agir communicationnel, patatim patatan, au moins il y a un à la salle qui sait à qui je fais référence. Eh bien, l'agir communicationnel, on va essayer de refaire l'homme de l'humanisme. Tout ça me semble que sont des voies qui conduisent à ne pas pouvoir faire société. À ne pas pouvoir faire société. L'individualisme, effectivement, c'est la barbarie de chacun pour soi, après moi le déluge. En France, il y a une loi pour qu'on s'occupe de ses parents, une loi pour qu'on s'occupe de ses enfants, une loi pour qu'on s'occupe de l'environnement, vous imaginez. Au milieu, il reste une entité qui s'appelle l'individu. On se demande, mais qu'est-ce que c'est? L'individualisme, c'est la barbarie, individualisme radical, je veux dire, non? Et la barbarie. Le relativisme, parlons pas. Et refaire de l'universel, ça me semble impossible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment, il surgit une sorte de réponse un tout petit peu bâtarde qui est « on se respecte », vous voyez. Moi, je développe des laboratoires sociaux dans les banlieues, ici en France, depuis très très longtemps, et j'entends dire tout le temps « je te respecte, tu me respectes, je te respecte ». C'est très bizarre, hein, parce que « je te respecte », ça veut dire « je te respecte parce que je te casse pas la gueule ». Alors donc, vous voyez, les respects, vous dites, les respects, c'est ce qui arrive juste avant, boum, le coup de poing. Alors donc, moi, je préfère qu'on me respecte un peu moins et qu'on me tape aussi sur la gueule un peu moins. Donc, moi, je fais l'apologie de quoi? Eh bien, moi, je crois quand même qu'il y a une différence radicale entre multiplicité et dispersion. Le relativisme et la dispersion. Le socle commun est cassé et chacun pour soi, soit individuellement, soit en communauté. La multiplicité n'est pas la dispersion. À plusieurs reprises était évoqué aujourd'hui ici de façon différente quelque chose qui pour moi est central. Comment la multiplicité et cette possibilité que chaque partie possède un tout intérieur. Vous savez, Novalis, il illustrait ça en disant « Est-ce que tu peux dire que tu aimes l'être aimé si tu ne trouves pas l'univers dans l'être aimé ?» Vous voyez, un multiple n'est pas une partie, un multiple n'est pas une dispersion. Mais qu'est-ce qui se passe entre les multiples? Eh bien, les multiples ne sont pas tous d'accord. Les multiples, il n'y a aucune raison qu'ils soient d'accord. Donc, ce que j'ai fait, c'est effectivement l'éloge du conflit. L'éloge du conflit dans lequel on dit non, on n'a pas à être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas se respecter, parce que justement, la multiplicité conflictuelle est la base d'un socle social, d'un socle commun dynamique. Ces socles communs dynamiques, qu'aujourd'hui, avec les consensus, avec la communication, il faut être tous d'accord, etc., on l'attaque parce qu'on a peur du conflit. Or, une société qui se prive du conflit est une société qui se condamne à l'affrontement. Plus on veut éviter les conflits, plus on va vers l'affrontement. Soit l'affrontement d'unifier tout le monde sous le même format, le formatage, soit l'affrontement de la différence entre nous. Moi, je crois qu'un manouche, un métèque, un français de souche, qui que ce soit, ils ont quelque chose en commun, qui est le fait de que nous habitons un territoire dont personne n'est le propriétaire. Réenchanter le monde, réenchanter la société, signifie assumer joyeusement ces conflits. Et croyez-moi, on a tout à fait intérêt d'assumer les conflits pour éviter ces petits affrontements merdiques des guerres entre cultures, guerres des religions, qu'on essaye de nous mettre dessus pour nous rediscipliner. Merci de votre attention.